De France en santé et le Tour de France cycliste, l'actu a dû être chargée pour vous ces derniers jours. Lors de ces 12 étapes, on a été du 0,55 au 11,7. On a rencontré des libéraux, on a rencontré des hospitaliers, on a rencontré des cliniciens, des chercheurs, des spécialistes de l'imagerie cardiaque, de l'oncologie, de l'ostéo-articulaire, du digestif, des nordistes, des sudistes, des bretons, des alsaciens. On leur a tous posé la même question. Qu'est-ce que vous faites de voter ? Et les réponses sont aussi riches et variées. Elle est belle finalement, la France de l'IRM, elle est très très riche, Serge. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, nous, Siemens Healthineers, ravis et fiers d'avoir été le partenaire de ce Tour de France, qui en tout cas, pour notre avis, a été remarquablement réalisé par le JT de la radiologie. Et c'est d'ailleurs votre idée, ce Tour de France. En fait, on est un Tour de France santé, et nous, on a calculé le nombre de Tesla que ça représentait ces 12 étapes, avec Julien Gervais. Et donc, c'est 156,35 Tesla qu'on a balayé. On a une base installée de 800 machines. J'ai calculé, ça fait à peu près 1500 Tesla. Donc, on a vu 156 Tesla sur 1500. Donc, vous avez été obligé d'être sélectif. Oui, on a été même très sélectif parce qu'il n'y a que 12 étapes. On ne pouvait pas les faire toutes. Donc, c'est sûr qu'on a dû renoncer à des interviews que certainement auraient été extrêmement intéressantes. Voilà, donc merci en tout cas à tous les participants à la contribution de ce succès déjà sur ces 12 étapes. Donc merci beaucoup à vous. Alors après ce Tour de France thématique, géographique, je veux dire en 12 étapes, nous on a retenu 5 thèmes pour le direct de ce soir. Et on va attaquer avec le premier plateau. IRM, les futures applications par organe. Serge, vous restez avec moi pour le premier plateau. Les futures applications par organe. Pour en parler, je vais appeler le professeur Valérie Laurent qui va nous rejoindre. Valérie Laurent, vous avez été présidente des JFR 2024 et dans votre édito, Tous ensemble pour la radiologie de demain, vous aviez mis en avant votre vision collaborative de la radiologie. Asseyez-vous ou restez appuyé. Je pense que vous préférez rester comme ça, hein, c'est ça. Avec nous également le professeur Yves Menu. Vous êtes radiologue, vous êtes professeur émérite à la faculté. Je vais bafouiller en plus pendant ce direct. Professeur émérite à la faculté Santé Sorbonne Université, praticien à l'hôpital Saint-Antoine. Et Jean-Pierre Pruvot, vous êtes neuroradiologue, président de la SFNR, Société française de neuroradiologie. On va commencer avec vous, Valérie Laurent. En oncologie, qu'est-ce qu'on attend de l'IRM aujourd'hui ? En oncologie, l'IRM, c'est devenu l'examen clé. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on attend que l'examen soit accessible rapidement pour le patient. Ce n'est pas une urgence immédiate, mais il faut que le patient n'attende pas. C'est extrêmement important, de façon à ce qu'il n'y ait pas de retard à la prise en charge thérapeutique. Donc accessibilité, c'est évidemment le premier mot. Le deuxième mot, c'est que l'oncologie, ça sert à la détection, puisque la résolution en contraste de l'IRM est évidemment son atout majeur, et c'est extrêmement important. C'est la caractérisation qui est extrêmement importante. Et puis surtout maintenant, l'accent, il est sur l'évaluation de la réponse au traitement. Comme vous le savez, en oncologie digestive, comme dans d'autres thématiques, on a l'immunothérapie qui va nous permettre d'obtenir des réponses complètes, et ça, alors que l'imagerie morphologique, finalement, a assez peu changé. Donc il faut attendre de l'IRM qu'elles sont en capacité de caractériser ce tissu qui, finalement, n'est plus tumoral, de façon à peut-être arrêter la stratégie, le traitement, ou en tous les cas, mieux appréhender la suite du patient. Donc l'IRM, capital dans la stratégie, de plus en plus. Capital dans la stratégie. Oui. Yves Menu, scan, IRM, TEP, 3 pôles d'excellence différents, vous m'avez dit, lors de la préparation de cette émission. Oui, ça serait une erreur de penser qu'il y a une machine qui va se substituer aux autres. Hein. Je veux dire, si je prends l'image vous voyez ces diagrammes en radar qu'on a qui comparent les performances des machines à laver chez Darty, on a, et qu'on met dessus la TEP, l'IRM et le scanner, on voit bien que les domaines d'excellence de chacun ne sont pas du tout les mêmes. Jusqu'à présent, le scanner est quand même quelque chose qui est remarquable dans deux applications particulières. C'est les masses pulmonaires, hein, c'est tout à fait simple, on a une très bonne résolution, une excellente résolution.
Et puis la deuxième chose, c'est la comparaison. Et moi, ça, je voudrais bien insister là-dessus. La comparaison d'images, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ça serait un peu dans ma wish list, puisqu'on doit parler d'innovation. Dans ma wish list de l'IRM, j'aimerais tellement que les IRM soient plus comparables et soient plus standards l'une avec l'autre. Les examens sont différents d'une machine à l'autre, d'un centre à l'autre, d'une puissance à l'autre, d'un jour à l'autre également, et d'un opérateur à l'autre. Et ça, c'est un vrai problème. Je ne vais pas parler de neuro devant Jean-Pierre, mais pour un béotien, de temps en temps, on voit deux IRM qui se ressemblent beaucoup, des images, par exemple du T1 après injection de gadolinium en incidence axiale. On a l'impression que c'est la même chose, et puis d'un côté on voit les métastases, de l'autre côté on ne le voit pas. On dit oui, mais c'est pas fait pareil exactement. Il y a une acquisition 2D, 3D, 2,5D, ou ce qu'on veut. Donc c'est normal qu'on voit mieux les métastases. Et bien alors où est la surveillance après, et où est la comparaison dans le temps? Donc vraiment, je trouve que l'IRM qui a des pointes d'excellence, le contraste, la diffusion qui nous a changé un peu la vie dans beaucoup de domaines, eh ben, elle a beaucoup de progrès à faire encore dans le suivi, dans la comparaison et même dans la régularité. Je ne sais pas, tous ceux ici qui font de l'IRM, ils savent bien que pour les organes qui bougent, en tout cas, pas ceux qui ne bougent pas, on a quelque chose comme 10, 15, 20% d'examens qui ne sont pas terribles. Donc notre ennemi, c'est le temps, notre ennemi, c'est le mouvement, notre ennemi, c'est la divergence des standards, et c'est ça que je voudrais améliorer sur l'IRM. Pour le suivi, vous m'avez dit aussi, je vous donne la parole après, vous prenez le micro. Non, ah non. Bon. Je vous la donnerai quand même. Voilà. Bon. Mais pour le suivi, vous m'avez dit, ce qui est important, les gens, quand on les suit, quand on suit leur cancer, on va pas, et ceux qui ont la chance d'être en rémission, on va les tuer avec les scanners si on en fait trop. Et donc là, il y a une complémentarité, scanner, IRM, TEP. Oui, alors les tuer. N'exagérons. Ah, c'est vous qui me l'avez dit. Non, c'est vous qui me l'avez dit. Vous m'avez dit, on va les tuer. À la longue, si on continue de leur faire un scanner tous les 3 mois pendant 20 ans, vous imaginez le nombre de photons qui ont traversé le corps. Donc, et on a des gens qui sont jeunes, hein, souvent quand on fait du dépistage sur des anomalies génétiques, on a affaire à des sujets qui sont jeunes. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce qui est les AJA, les adolescents, les jeunes adultes. Et ben ces gens-là, bien entendu que le scanner il est utile, mais il faut se restreindre un peu. Donc il faut inventer des stratégies. Le scanner est irremplaçable pour certaines choses, mais quand même pour certaines choses, il faut voir aussi qu'on peut le remplacer partiellement, en particulier par l'IRM. Moi, je vois bien des stratégies personnalisées quand on suit des maladies qui sont plus ou moins guéries sur le long terme, hein, et chez des gens jeunes, c'est maintenant devenu fréquent, heureusement. Et ben peut-être qu'au lieu de les suivre sur scanner, on peut faire quelque chose de personnalisé et on peut faire une alternative entre le scanner et l'IRM, et plutôt 2 IRM pour un scanner ou quelque chose comme ça sur le long terme. Ça, je pense qu'on va gagner beaucoup avec ça. Valérie Laurent, stratégie, donc c'est ce que vous avez dit en premier. Standardisation des IRM, vous êtes d'accord avec Yves Menu? Alors là, c'est probablement un de mes rêves les plus fous. Je ne sais pas si c'est possible. C'est qu'en fait, il y a une collaboration permanente avec les ingénieurs d'application et les ingénieurs, les clinical scientists, pour avoir des protocoles de grande qualité. Et je crois que la première chose, c'est que tous les radiologues doivent comprendre les différents paramètres techniques pour optimiser les paramètres et avoir une imagerie de grande qualité. Je crois qu'au-delà de la rapidité, qui est un de nos problèmes, puisqu'effectivement, il faut que les séquences soient assez courtes, notamment en imagerie abdo, parce que ça bouge. C'est pas comme la neuro, hein, monsieur Pruvot, parce que ça bouge pas trop, moins. Nous, ça bouge, mais c'est pas la rapidité qui est l'élément le plus important, c'est la qualité de l'image. Et pour avoir une très belle qualité d'image, il faut évidemment qu'on ait une collaboration extrêmement étroite avec les ingénieurs pour optimiser en permanence cette qualité image. Et je crois que ça, c'est probablement le message le plus important. Et quand monsieur Menu parle de standardisation, c'est parce que parfois, les paramètres d'acquisition ne sont pas très bien compris, pourquoi on fait telle chose, et donc l'image, eh bien, elle n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est vraiment important de connaître ces paramètres techniques pour adapter. Eh ben, les partenariats et la collaboration avec les ingénieurs, ça fera l'objet d'une table ronde un petit peu plus tard. Jean-Pierre Pruvot, le cerveau, ça bouge pas, encéphalogramme plat, dit Valérie. C'est plus facile. Qu'est-ce qu'on attend de l'IRM en neuro? Je sais qu'on attend plein de choses, et je sais qu'on est tous les deux passionnés par le sujet. Voilà. Si on se concentre sur l'IRM 7T, et je rentre là du comité, j'ai assisté au comité utilisateur des 7T,
Siemens a 100 IRM7T dans le monde. On a la chance d'en avoir déjà 4 en France et bientôt 5 et bientôt 6 avec Lille et Lyon. Je pense que ça a été un très grand moment de partage de la science et des avancées de l'IRM en général et de la 7T en particulier, parce que tous ceux qui travaillaient sur la 7T travaillent aussi sur la 3T, la 1.5, donc on a parlé de tout. Mais si on se concentre sur la 7T, on voit que les applications suivent finalement les grandes révolutions médicales et thérapeutiques. Donc on vient de parler de stratégie thérapeutique, bien sûr. Le diagnostic de précision qu'apporte la 7T en épilepsie, en inflammatoire, en oncologie, en vasculaire, a fait finalement s'exprimer toutes les équipes avec, je donnerai une petite application pour chacun. L'épilepsie, c'est incroyable, ça a boosté les équipes qui ont finalement pu préciser telle dysplasie chez tel enfant qui avait une épilepsie réfractaire au traitement depuis des années. Et là, on voit que les chirurgiens ont progressé aussi au fur et à mesure qu'on progresse pour avoir des techniques non invasives, de moins en moins invasives. Du laser, par exemple, sur les dysplasies, c'est incroyable. La deuxième, c'est le neuro-inflammatoire. On a la chance aussi en France d'avoir déjà des équipes qui travaillent là-dessus, comme pour l'épilepsie. Et les immunosuppresseurs, finalement, demandent d'être beaucoup plus précis. La 7T montre des choses qu'on ne voit pas en 3T et finalement nous permet d'être plus agressifs dès le début de la maladie. Donc c'est impressionnant aussi de voir ces nouvelles plaques corticales, des plaques pour lesquelles on hésite, où on voit la veine centrale encore mieux qu'en 3T. L'oncologie, j'avais vu à Poitiers avec Rémi Guivin les gliomes. En fait, un neurochirurgien témoignait du fait que finalement, depuis la 7T dans son institution, il y a beaucoup de gliomes qui l'opèrent plus parce qu'on trouve des gliomes multifocaux dès le début, ce qu'on trouve, nous, dans l'évolution des patients. Et enfin, sur le vasculaire, on a été bluffé par des images d'anévrisme, de malformation, d'angéite, de la résolution à 100 microns. Enfin, on a été frappé par le fait qu'il reste beaucoup de choses en dégénératif, ces maladies où il y a peu de traitement. Et finalement, on a besoin de travailler beaucoup en 7T. Et ce que j'ai aimé avec Siemens sur les 100T, c'est que les 100 Tesla dans le monde, les 100 7T, en fait, c'est un groupe utilisateur, le C2P, qui permet de se réunir tous ensemble et d'aller beaucoup plus vite. Enfin, sur l'imagerie psychiatrique, j'ai pu exprimer ce qu'on faisait en France et j'ai repéré aussi ce qui se faisait au niveau international sur les 7T. Il y a énormément de progrès à faire dans les biomarqueurs et aussi dans les innovations thérapeutiques. Voilà ce que j'ai vu. En conclusion, ce qui m'a marqué avec Siemens, c'est que les tables rondes et les modérations étaient faites par quelqu'un de chez Siemens qui était un ingénieur-chercheur, un scientifique, qui travaillait avec les chercheurs médecins ou ingénieurs de nos équipes. Et c'était vraiment un niveau excellent. Et c'est ce qui fait progresser énormément ces IRM et la qualité justement des résultats. Au niveau de la neuro, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de progrès sur épilepsie, CEP, Cushing, bipolarité, donc des syndromes traitables. Et on est un peu feignant sur Alzheimer. Oui, alors l'Alzheimer, ce d'autant que on arrive à avoir des biomarqueurs biologiques. Vous savez, bon, LCS c'est fait, le sang c'est bientôt. L'IRM, finalement, on attend actuellement plus une IRM 3T pour suivre les complications des nouveaux traitements. Et on va chercher ces micro-hémorragies qui sont dues et ces hémorragies qui sont dues au traitement. Donc finalement, on a besoin d'un biomarqueur pour suivre le traitement des patients, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler énormément sur le biomarqueur en 7T notamment pour comprendre mieux la maladie, la couche intéressée dès le départ et surtout peut-être screener des patients au début de la maladie. Donc c'est un peu les travaux de recherche qu'on fait, mais c'est encore en cours. Le 7T, dans votre spécialité, ça vous fait rêver ? Alors, on n'est plus dubitatif avec Monsieur Menu, puisqu'on a la même spécialité. Oui, mais bon, on a quand même l'habitude, depuis les débuts de l'IRM, le front scientifique qui avance, c'est le cerveau. Et après, il y a, comme on dit, le ruissellement. Donc, on va attendre le ruissellement, c'est très, très à la mode, mais bon, il passe du temps. C'est loin le cerveau jusqu'au foie, donc ça va mettre du temps, mais je suis sûr que ça va ruisseler un jour ou l'autre. Souvenez-vous, au début de l'IRM, quand on parlait du 3 Tesla pour l'abdomen, les gens disaient c'est vraiment quelle plaisanterie. Donc voilà, le 7 Tesla, eh bien on attend, nous sommes pleins d'espoir. Voilà. Valérie Laurent, le 7.
Bah écoutez, moi j'en ai pas trop l'expérience, mais je suis persuadée qu'on pourra avoir des choses. C'est comme l'a dit Monsieur Menu, bien en fait toutes les nouveautés ne sont pas applicables chez nous à cause de nos difficultés liées au mouvement, à l'artefact lié au gaz aussi dans le grêle, enfin dans tout ce qui est digestif. Et puis après nous on profite des avancées de la neuro ou de l'osto-articulaire et après on les adapte et finalement on a des très belles images. Donc on peut jamais dire jamais, c'est vraiment la première chose. Hein. Ceux qui ont fait la première coupe de scanner cérébral, les gens ont dit en 80, je crois, 82, Monsieur Pruvot, on dit le scanner, ce ne sera réservé que pour le crâne. Pas vous. Dans le micro. L'ont dit. Non, mais Pas vous. Beaucoup l'ont dit. Beaucoup l'ont dit. C'est comme l'IRM 3T, je suis content de ce qu'a dit Yves, parce que j'étais à la réunion à la DGOS au tout début de la 3T. Je peux vous dire, les gens disaient oui, ce sera réservé qu'à la recherche. Ouais. C'était non. Et j'ai dit d'emblée, il faut ouais. voir. Et la 7T aujourd'hui, j'ai pu assister aux ateliers du comité utilisateur qui ont porté sur les indications complémentaires cardiaques, abdominales, osseuses. On a vu des choses extraordinaires. Mais on peut faire beaucoup de choses aussi avec la 3T. Et on peut faire plein de choses, on en parlera. En attendant, 3T, 7T, il y a plein de T et on peut faire plein de choses avec nos T. Serge, justement, IRM de demain, ses applications, on a vu l'onco, on a vu la neuro, mais il y a plein de choses qui vont se passer avec l'IRM de Il demain. va se passer énormément de choses, même si on ne peut pas deviner tout ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer se définit aussi par les échanges que l'on a, nous, avec les utilisateurs. Nous sommes une société quand même d'ingénieurs et il nous faut des experts cliniques tels qui sont représentés ici sur cette table ronde pour finalement définir les innovations. Sauf moi. Mais vous pouvez vous intégrer dans le groupe. On a besoin de tout le monde, de toute façon. Donc ça passe par ça. Et finalement, l'IRM, c'est une modalité où il y a eu des innovations absolument extraordinaires ces dernières années. Je peux en citer quand même quelques-unes. On a quand même développé des antennes de réception multicanaux qui ont permis d'améliorer le signal à bruit, ce qui a été un facteur déclenchant pour accélérer. On passe maintenant à des antennes. Il y a eu dans les reportages, dans les étapes, on a parlé d'émissions multicanaux pour les 7T, pour améliorer la qualité d'image. Et puis peut-être que demain, on définira encore des nouvelles antennes qui seront encore plus performantes. Qui sait? On n'a pas terminé ce point-là. Un des autres gros développements, c'est finalement aller chercher des champs magnétiques, des nouveaux champs magnétiques qu'on avait peut-être à un moment donné, oubliés, parce que l'évolution technologique ne le permettait pas. On a un exemple et il y a eu des étapes qui sont passées sur des IRM de 0,55 Tesla, et finalement qui ont ouvert des nouveaux champs cliniques, comme par exemple l'IRM du poumon, qui était quand même pas le domaine de prédilection, c'est plutôt le scanner qui est la référence en termes d'imagerie pulmonaire. Et donc ça ouvre des nouvelles perspectives. Ça ouvre des perspectives aussi sur l'IRM interventionnel, par exemple, parce que en plus on peut se permettre d'avoir un tunnel qui est plus large. Donc ça, c'est des domaines sur lesquels il y aura des innovations. Un point qui est capital en termes d'innovation, c'est le développement de nouveaux algorithmes, de nouvelles séquences, aidés ou pas par l'intelligence artificielle. Il faut quand même une bonne base technique pour que l'intelligence artificielle s'exprime bien. Et elle s'exprime bien puisqu'on gagne en résolution spatiale. Donc on voit des choses plus finement qu'avant. On gagne aussi beaucoup en résolution temporelle, on en a parlé, donc en vitesse d'acquisition, peut-être pour aller jusque de la scopie IRM, par exemple, qui pourra servir à l'interventionnel. Et puis, l'intelligence artificielle, et il y a eu aussi des échanges pendant les étapes, permet aussi d'avancer sur le jumeau ou les jumeaux numériques des organes, qui utilisent pas mal d'imagerie IRM et qui ont sans doute une importance, c'est une importance à notre avis capitale pour tout ce qui est prédictif, c'est-à-dire d'aller prévoir des traitements qui soient soit chirurgicaux, soit des ablations, des embolisations, des traitements médicamenteux. Ou la réponse à des greffes, on en parlera sans doute ou avec la Rémi réponse Guillepin, ou la réponse à des greffes. Voilà. Et puis, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit sur ce qu'on n'imaginait pas en IRM. Moi, j'ai commencé l'IRM il y a longtemps, il y a à peu près 35 ans. Et c'est vrai qu'on disait, en IRM, on ne sera pas capable de faire du vasculaire. Et les gens qui disent ça maintenant, eh ben, ils ont un petit problème. Voilà. Et c'est pareil, on disait, le poumon, ça ne sera pas pour l'IRM. Et finalement, on sait qu'on va être capable de le faire. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment définir le futur de l'IRM, parce et dans 10 ans, peut-être qu'on se retrouvera et on aura vu des nouvelles applications. En tout cas, je l'espère.
Eh bien, écoutez, en tout cas, on en est sûr. Hein, on en est sûr. Le futur nous réserve beaucoup de choses. Moi, tu le sais, Jean-Pierre, j'ai dit plusieurs fois, je pense que grâce à l'IRM, je pense que le siècle, ça va être le siècle du cerveau. Je pense. Hein, on va faire beaucoup de choses. Non, vous pensez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais ça Ça va descendra être le jusqu'au siècle foie. du cerveau. Ça descendra jusqu'au Le foie. siècle du cerveau. Et après, Sinon, je m'en vais. ah bon, restez. Eh ben non, justement, vous allez partir parce qu'on va passer au prochain plateau. Je vous remercie tous. Jean-Pierre reste avec nous. Je vous remercie. Multisite, on se retrouve plus tard, je crois. Multisite, multimachine, multichamp. C'est le thème du prochain plateau et on en parle tout de suite avec Jean-Philippe Masson, qui est président de la FNMR, qui est radiologue également, bien sûr, Bernard Bensadoun, qui est directeur des opérations au sein du groupe IRIMED, qui vont nous rejoindre sur scène, et David Gaudreau, directeur des ventes de la stratégie chez Siemens Healthineers. Alors, pendant que tout ce petit monde s'installe, Jean-Pierre Pruvot, multisite, multimachine, multichamp, on est obligé de parler d'Ariane. Voilà, alors merci Allez. beaucoup. Donc ce projet est né avant l'idée de la... C'est-à-dire qu'en fait, avec les radiologues de la région de France, on s'est toujours très bien entendu, des différents secteurs, des équipes soignantes et tout, ça a toujours bien fonctionné. Et ça continue avec des 3T, on a démarré par les 3T. On a maintenant 26 IRM 3T qui tournent bien et 12 en cours d'installation. Donc il y aura 40 3T dans la région de France, c'est une région de 6 millions d'habitants, dans lesquels les radiologues ont décidé de travailler ensemble. Alors ce projet, c'est essayer de travailler en neuro et tête et cou sur les mêmes protocoles, donc c'est autoneuro, ophtalmo, maxillofacial, les mêmes protocoles IRM, protocoles homogènes, essayer de transmettre aux urgentistes, médecins généralistes, le guide du bon usage examen d'imagerie sur leur logiciel métier de façon à améliorer la qualité de la demande d'examen, parce qu'on valide une demande, et avoir des protocoles homogènes et essayer de fournir les solutions d'IA tous ensemble pour travailler de la même façon. Mais surtout, vous savez, souvent les radiologues, il y a énormément de boulot, il y a la grosse pression. Donc au moment où on fait le compte-rendu, si c'est complexe, souvent c'est intérêt d'un avis spécialisé. C'est souvent le neurologue ou le neurochirurgien qui reçoit ça. Et donc on s'est soudés tous ensemble pour avoir ce deuxième avis entre nous. C'est-à-dire que si un radiologue est en difficulté, on envoie par téléexpertise l'IRM et on reçoit l'avis entre nous, entre radiologues. Donc ça a été très bon. Mais je voudrais surtout dire aujourd'hui que si les radiologues ont vraiment suivi les formations pour cela et sont au point, les manipulateurs ont bénéficié cette année d'une attestation universitaire d'études complémentaires qui a permis d'augmenter le niveau d'IRM. On a tellement attendu l'IRM que finalement les radiologues et les manipulateurs se sont formés sur les séquences habituelles. Et pour les techniques avancées, il fallait vraiment qu'on donne un coup de pouce et ça s'est très bien passé. Donc on a plusieurs manipulateurs qui ont suivi ça cette année et je voulais en parler parce que ça permet aussi aux ingénieurs d'application, Valérie en a parlé, d'avoir des collaborateurs, enfin des collègues radiologues manip qui sont au meilleur niveau en IRM et ça aide tout le monde et ça fait avancer les choses beaucoup plus rapidement. En un mot, le 7T dans le réseau, comment ça va se passer dans Ariane? C'est le dopage des 3T. En fait, on va les booster, les doper, c'est-à-dire que les biomarqueurs qu'on trouve en 7T, c'est très simple, c'est l'IRM synthétique, on va pouvoir travailler sur les 3T à partir de ce qu'on a trouvé en 7T grâce au deep learning. Et on voit une augmentation pour éviter aux gens de se déplacer. Alors, il y a des grosses publications là-dessus actuellement, mais nous, évidemment, c'est la force de notre réseau, on va pouvoir démarrer, j'insiste, grâce aux ingénieurs de recherche. C'est des mathématiciens, en fait. Jean-Pierre, je suis un peu déçu, je ne pensais pas que pendant le Tour de France en santé, on allait parler de dopage. On va dire booster les IRM. Oui, voilà. Bon, j'essaie d'être dans le coup. Hein. Bernard Bensadoun, alors, multisite, multimachine, multichamp, ça pose des problèmes, ça offre des opportunités aussi. On va parler d'organisation, de RH et de massification de l'achat. Organisation. Alors, de toute façon, il y a un point commun entre les trois thèmes, c'est de répondre le mieux aux besoins, soit le besoin des patients, soit le besoin des correspondants, soit le besoin des radiologues. C'est ça, multichamp, multimachine, multisite. C'est coller aux besoins. Alors évidemment, on peut voir la bouteille à moitié vide et on dit que ça cause des problèmes organisationnels, mais c'est quand même une super opportunité que de pouvoir être au plus près du lieu d'habitation, des lieux de vie des patients, d'être au plus près des cliniques, de là où se passe la médecine, la chirurgie, et d'être en connexion directe avec nos correspondants. Et puis multichamp, ça veut dire qu'on est capable de couvrir tout le champ des pathologies, tout le champ des explorations, et ça aussi c'est une super opportunité.
mobilité des radiologues et des manips, comment ça se passe? Extrêmement important dès lors qu'on est multisite. Et vous savez à quel point le radiologue est une denrée rare. Donc quand on n'en a pas beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On les déplace. Et c'est évident que quand on est multisite, il faut avoir à peu près partout la même interface homme-machine. Donc quand on a du multisite, on doit avoir la préoccupation d'avoir des interfaces simples, connues de tous, et qui permettent de changer d'environnement sans changer ses pratiques. Donc une certaine homogénéité, hein, c'est ça. Exactement. Le cockpit, alors, Cockpit, alors bon, le cockpit c'est ça s'appelle Singo Virtual Cockpit. C'est ça, le terme exact c'est Singo Virtual Cockpit, et c'est quelque chose qui est développé par Siemens et qui nous a été proposé, qu'on s'est approprié sur maintenant 2 sites. Et c'est une expérience qui est extrêmement intéressante parce que ça permet à la fois de pallier de temps en temps à une absence inopinée de manipulateurs, et on arrive à faire tourner la modalité, mais c'est également autre chose. Ça permet la formation des jeunes manipulateurs et de les faire encadrer par des manipulateurs seniors, et ça participe de cette logique de mobilité et d'optimisation des ressources manip et médecins. Jean-Philippe Masson, multisite, multimachine, multichamp, 2 casquettes. Alors d'abord, je vais vous poser la question, est-ce que c'est une souplesse pour les groupes libéraux? Et puis après, multimachine, on est obligé d'avoir la casquette FNMR aussi quelque part. Alors oui, c'est une souplesse pour les groupes libéraux dans la mesure où, comme vient de me le dire le précédent interlocuteur, il faut Bernard. qu'il y ait... Bernard, il faut Bernard, je vous présente Bernard. Bonjour Bernard. Il faut qu'il y ait suffisamment à la fois de radiologues et de manipulateurs, mais les radiologues ont depuis très longtemps entamé une consolidation, comme disent les financiers, et une consolidation entre eux, en se regroupant et en ouvrant des multisites. Maintenant, quelquefois, ils sont obligés de fermer certains sites un peu éloignés par le manque de radiologues. C'est vrai que multimachine, c'est indispensable, mais effectivement, si on a la même plateforme de travail, c'est quand même beaucoup plus simple pour les radiologues. Donc c'est vrai qu'en général, on achète plusieurs machines. En plus, quelquefois, ça permet d'avoir des prix plus intéressants. Mais voilà. Multichamp. Nous, dans notre Tour de France en santé, on est parti du 0,55 à... Alors, je ne dis pas au 11,7 parce que ça ne concerne pas les groupes privés, mais au moins jusqu'au 7. Multichamp, c'est quelque chose qui est dans le scope des groupes libéraux aujourd'hui? Alors, multichamp, c'est quelque chose qui devrait être dans le scope des radiologues libéraux, mais qui ne le sera pas. Qui ne le sera pas grâce... au projet de l'État, au projet de Bercy, au projet de la Caisse, qui demande à ce que les radiologues achètent des appareils d'occasion ou gardent leurs équipements au-delà des 7 ans d'amortissement, 10 ans, voire 15 ans. Tout ça pour faire des économies. Donc, moi, je suis là, pour le coup, je suis très pessimiste. J'ai entendu la première table ronde, c'est magique, quoi. On rêve. Sauf qu'on ne pourra pas l'installer en France. On ne pourra pas l'installer en France puisqu'on devient un pays émergent, puisqu'on achète, on va être obligé d'acheter des machines d'occasion. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport produits et charges. Alors, vous avez bien plombé l'ambiance. Nous, on est là pour rêver, on est là pour acheter des 7T, des 24T, des 32T. Mais de temps en temps, il faut atterrir. Faut atterrir. Donc, on va parler du 0,55, tiens, c'est plus petit. David Gaudreau, cette homogénéité, la gamme complète, nous, on l'a beaucoup entendu dans notre Tour de France en santé. Les clients nous disent, pour répondre à tous les besoins et pour répondre aux multisites, on a envie d'évoluer dans le même univers, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est plus pratique pour tout le monde. Et donc on a envie d'être avec un partenaire qui peut nous offrir cette possibilité d'évoluer. Alors effectivement, je vais démarrer par la partie large portfolio. On a parlé du 0,55, on a parlé du 7T, on a parlé du 11,7. Alors je vais m'arrêter moi aussi au 7. En fait, ce large portfolio, il est tout simplement là pour répondre à tous les besoins des radiologues privés, des radiologues publics, sur l'ensemble du spectre de la radiologie diagnostique. Si je fais l'homologie avec le Tour de France, on ne prend pas le même vélo pour faire la montée du col de Lozeran, par exemple. Et non, le contre-la-montre. Ou le contre-la-montre, ou une étape de 250 km de plat, on n'a pas le même vélo. Et donc, on n'a pas la même machine. Si je reprends le 3T, par exemple, le 3T, on est sur un équipement polyvalent, mais avec ses spécialités, la neurologie, l'ostéo-articulaire, la prostate,
Le 1.5, qu'on pourrait assimiler finalement au vélo tout-terrain, le bon compromis. Le 0,55, on l'a vu tout à l'heure, qui nous permet de s'abstenir des artefacts métalliques. On en a parlé également avec une ouverture sur l'interventionnel à bas champ. Et puis également, on a parlé également de la prévention du cancer du poumon, par exemple, sur les 0,55. Le 7T, alors Jean-Pierre, je pense que cette machine réservée au centre d'expertise. En revanche, tous les résultats du 7T peuvent bénéficier au 3T, dans le privé et dans le public. On l'a vu tout à l'heure. La diversité, elle n'est pas que dans le champ. On l'a vu également dans le diamètre du tunnel, du 60, 70, 80. Le 80, souvenez-vous, dans l'étape 1 du Tour de France, on a vu des patients faire 300 km. Des patients, mal. Exactement. Des patients qui sont à forte corpulence ou des patients claustrophobes. Et là, on trouve avec le 80 cm une solution. On pense également aux femmes enceintes qui peuvent passer sur ce type de tunnel. Et la diversité du portfolio, c'est aussi permettre à chaque radiologue d'investir sur le juste équipement, au juste besoin, et pas simplement avoir la même machine. Alors, j'ai parlé beaucoup de diversité, mais tout ça, c'est effectivement lié, vous l'avez dit, à une interface commune unique. Et cette interface commune unique, vous en avez parlé également dans le reportage, elle permet le transfert de personnel. On peut imaginer un manipulateur sur un site un matin et sur un autre équipement l'après-midi qui garde finalement ses habitudes. Un transfert de protocole, là aussi, sur des protocoles identiques, on peut imaginer des cohortes plus importantes sur des études cliniques. Et puis enfin, quelque chose qui est majeur aussi en RH, c'est une seule manière de fonctionner, mais c'est des formations qui sont facilitées pour les radiologues et pour les manipulateurs. Vous savez, pendant mon tour de France, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce slogan de la chaîne M6, la petite chaîne qui monte. Et moi, j'ai eu l'impression que le 0,55, c'est le petit IRM qui monte. Tout le monde est enthousiaste chez les clients que j'ai rencontrés. 0,55, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Alors on la démarre à Nantes et on n'a pas encore un recul suffisant pour dire c'est formidable. En tout cas, ça marche bien. Ce pourquoi on l'a pris, c'est-à-dire compléter une gamme existante et être très bon sur la diffraction des prothèses, passer des indications particulières. Aujourd'hui, la réponse, elle semble être là et ça complète parfaitement une offre de 1,5, de 3 et de maintenant 0,55. 0,55. On y réfléchit. Si l'État un petit peu... On y réfléchit très sérieusement. Mais vous savez, Carcassonne, c'est très loin dans le sud, donc il faut le temps que ça arrive. Ah bon? Il y a le vent. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce plateau. Jean-Philippe Masson, vous restez avec nous pour le prochain plateau. Le prochain plateau, c'est l'accès aux soins et le développement durable. Donc justement, on va parler de l'accès à toutes ces belles machines. Accès aux soins et développement durable, plus de machines tout en étant éco-responsable. Comment l'IRM peut-elle faire la synthèse? On en parle tout de suite avec mes invités. Le professeur Rémi Guilvin, radiologue, directeur du laboratoire I3M, porteur du projet IRM7T CHU de Poitiers. Christophe Paré, responsable du département biomédical au CHU de Grenoble et membre du CA de la FIB en charge des relations internationales. Donc on se verra sans doute au RSNA. Et Agnès Malguir, vous êtes responsable de la valorisation des innovations stratégiques. Agnès, on va commencer avec vous. Plus de machines tout en étant éco-responsable. Comment c'est possible? Eh bien oui, mais il faut prendre le micro aussi, parce qu'on est à la télé, micro. Voilà. Pardon. Alors, plus de machines en étant éco-responsable. D'abord, je tiens à dire que je suis très contente de participer à cette table ronde, parce que les deux sujets que l'on va évoquer, il y a 3 ans, on n'en aurait pas parlé. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la mouvance des idées actuelles. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est en réfléchissant aux efforts qu'on peut faire, particulièrement en IRM. L'IRM, malheureusement, si je puis dire, c'est la modalité d'imagerie la plus consommatrice, la plus énergivore. Donc, la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'essayer de baisser la consommation d'énergie. Et nos services de R&D ont énormément travaillé sur cet aspect. Et on a les machines qui sortent actuellement sont des machines qui, pour diverses raisons, dont je vais citer 2, sont moins gourmandes, on va dire. Alors, il y a par exemple le fait tout bête
qu'une IRM, on peut la traiter comme une lampe de chevet, c'est-à-dire qu'on l'éteint quand on ne s'en sert pas. Et bien ça, c'est quelque chose qui fait tout à fait gagner en limitation, si je puis dire, de consommation d'énergie. Il y a un autre aspect qu'on présente généralement plutôt côté bénéfice des séquences, qui est ce qu'on appelle chez nous le Deep Resolve, qui est une technologie d'intelligence artificielle qui fait que les séquences sont plus rapides. Elles sont plus rapides, c'est un plus pour la productivité de la machine, mais c'est aussi un plus pour la consommation d'énergie. On tourne moins longtemps, on consomme moins. Et grâce à ces points de technologie, bien, on arrive à diminuer la consommation. On estime entre 40 et 50% à peu près de ce qu'elle était auparavant. Alors ça, c'est la partie, je vais dire, consommation énergétique. Après, on a un autre aspect fondamental dans l'IRM, c'est que ça consomme de l'hélium. Alors l'hélium, on a beaucoup aussi travaillé sur cet aspect-là. L'hélium, c'est jusqu'à présent remplir un cryostat, la cuve dans laquelle il y a tous les bobinages de l'IRM, avec plusieurs centaines, voire même quelquefois 1000 litres d'hélium. Et maintenant, on sort des machines avec 0,7 litres d'hélium. Donc, la différence est absolument considérable. Alors, déjà, on fait une économie, je vais dire, financière, parce que l'hélium, moi, j'avais l'habitude d'entendre dire c'est le prix du litre, le prix du litre d'hélium, c'est le prix du litre de Beaujolais. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais enfin, c'est pas gratuit, en tout cas. On va demander à nos experts. J'en connais quelques-uns. Et quoi qu'il en soit, le fait qu'on n'ait plus que 0,7 litres, donc une technologie qui s'appelle Dry Cool chez nous, permet d'installer cette machine dans des conditions extrêmement faciles, si je puis dire, parce que c'est une machine qui est plus légère, on est en dessous de 4 tonnes, parce que c'est une machine qui tient sur 25 mètres carrés, donc dans votre cuisine quasiment, et parce que surtout, on n'a plus de tube de quench. Alors, j'ai remarqué que vous aviez une belle cuisine, parce que quand même 25 mètres carrés à Paris. Hein, okay. Alors, on a vu, on va avancer un peu. Donc, on a vu la consommation d'hélium réduite. Donc, c'est bien pour la planète. Il n'y a plus de tube de quench. C'est bien au niveau écologique. Consommation énergétique réduite. Empreinte au sol, vous en avez parlé, réduite. Le thème de ce plateau, c'est développement durable. Donc ça couvre le développement durable, mais aussi accès aux soins. Et dans l'accès aux soins, il y a les diamètres. Et les diamètres, c'est important. On est dans une population qui prend de l'embonpoint. Ben oui. C'est pense que peut-être pas votre cas, mais bon, on va pas. C'est effectivement, l'IRM a été interdite, entre guillemets, pendant des années à certaines populations, aux populations obèses en particulier. Et effectivement, le diamètre 80 cm ouvre cette voie. Les femmes enceintes en fin de grossesse aussi. Et je dirais aussi, Serge en a un peu parlé tout à l'heure, les petits patients, par exemple, atteints de mucoviscidose, qu'on doit suivre. Absolument, oui. Si on les suit avec une IRM, c'est quand même mieux qu'avec un accès aux soins, toujours. On va continuer sur l'accès aux soins. Et on va continuer avec vous, Rémi Guilvin. L'accès aux soins, c'est aussi l'accès à la 7T. Et vous prouvez finalement qu'on peut accéder à la 7T en clinique. Alors peut-être pas autant que vous voudriez, mais enfin c'est quand même 1200 patients par an qui passent chez vous. Pourtant, vous pointez du doigt le fait qu'il n'y a pas assez de machines, puisqu'il y a des patients de l'IGR qui viennent chez vous régulièrement. Vous avez même un patient qui vient de San Antonio, je crois, qui arrive demain. Voilà, le 7T en clinique, c'est possible, ça ouvre quelles perspectives, et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y en ait plus ? Alors, oui, c'est une machine qui est totalement accessible en clinique. On l'a montré à Poitiers puisqu'on l'a insérée en fait dans le flux de fonctionnement de toutes les machines cliniques du CHU. Il y a une partie recherche qui fonctionne pour la recherche clinique ou fondamentale, et puis une partie qui est vraiment dédiée à l'accès aux soins. Les patients, en fait, les dossiers sont triés en fonction de la pertinence, bien sûr, de l'examen et du bénéfice maximal attendu pour les patients, notamment les patients épileptiques à bilan négatif, pour lesquels on reçoit des demandes de la France entière, parce que c'est encore la seule machine accessible en pratique clinique.
Donc effectivement, à défaut d'avoir des machines un peu partout, les patients prennent des taxis sanitaires et des TGV. Et ça, c'est pas très développement durable. Non, c'est pas très développement durable. Par contre, ce qu'apporte la CT, c'est bien sûr l'étape en avant par rapport à la capacité diagnostique de l'IRM sur certaines indications. C'est une machine qui est accessible avec un taux de refus patient qui est comparable à celui d'une 3T, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en clair, on n'a pas plus de refus patient de l'examen qu'avec une 3T. Donc ça, c'est important de savoir parce qu'il y a encore des rumeurs, des légendes urbaines qui circulent sur le fait que l'IRM 7T c'est fait pour faire vomir et pour donner le vertige. C'est pas du tout ça en fait. Il faut avoir des précautions d'utilisation comme dans toutes les machines à haut champ. Mais modulo le respect de ces précautions, et les équipes sont très bien formées. On a une équipe de 8 manips qui est extrêmement rodée à ça. C'est une machine d'utilisation courante. Alors pour autant, c'est une machine d'exception, donc on peut pas faire passer tout le monde dedans. C'est pour ça on a un algorithme de triage des indications à l'échelle du pôle et plus particulièrement du service d'imagerie. Et donc on aiguille les patients en fonction de la pertinence 7T, 3T, 1.5. Et ma foi, ça fonctionne bien. Un aspect du développement durable, alors évidemment, la 7T, c'est pas un modèle sur les 2 premiers items, ça consomme énormément d'électricité, je donnerai pas les chiffres, ça fait peur. Ça engloutit quand même pas loin de 8 mètres cubes d'hélium, donc c'est une grosse cylindrée, comme on dirait. Par contre, il y a un élément qui est apporté par la 7T, enfin qui va être apporté par ces machines, et ça va intéresser Jean-Philippe, c'est le contraste synthétique. C'est-à-dire que la roue est lancée, et dans quelques années, on pourra se passer d'injecter du gadolinium dans beaucoup d'indications. Parce que c'est déjà, on arrive déjà à faire des images de gados synthétiques. Et ça, ajouté à la super résolution de la 3T qui est permise par les images de 7T en entraînant avec des algorithmes dédiés les images de 3T sur les 7T, c'est un véritable espoir qui vient s'ajouter pour la standardisation. Et là, je me tourne vers Yves Menu. Son espoir de standardisation, en fait, le vrai chemin, c'est l'imagerie quantitative. Pourquoi l'imagerie quantitative ? Parce qu'elle est parfaitement reproductible dans n'importe quel centre. Ça ne demande quasiment pas d'intervention humaine, donc ça ne demande pas une formation excessivement pointue. Et ça donne des informations qui sont totalement reproductibles et surtout parfaitement intégrables aux jumeaux numériques. Voilà. Donc finalement, la boucle est bouclée. Accès à ces équipements innovants. Je sais, quand on s'est parlé au téléphone, vous avez dit qu'il faut mettre la gomme dessus, il faut permettre... Oui, alors on mène un combat avec... on peut appeler ça un combat à plusieurs. Et notamment, là, récemment, on essaie d'avancer avec Jean-Pierre Pruvot sur l'idée d'un forfait technique sur les équipements innovants. Parce que de toute façon, on ne peut pas attendre que l'administration française sorte de sa torpeur. J'en veux pour preuve que des patients viennent de l'étranger, des États-Unis, de Grande-Bretagne, parce que la machine est accessible. Et donc, c'est la pertinence de l'accès clinique. Il n'est plus à démontrer, il n'est pas à évaluer, il est déjà démontré. Et le temps qu'on perd à laisser les dossiers évalués, c'est du temps perdu qu'on ne rattrape pas. Donc il ne faut pas réévaluer les dossiers, il faut simplement se mettre au travail sur l'aspect administratif des choses. On sait que c'est complexe, ça nécessite beaucoup de négociations et de palabres, mais il va falloir quand même arriver parce que l'innovation avance beaucoup plus vite que le temps administratif. Et on voit bien avec l'ACT, le scanner photonique, la TPMR, etc. On pourrait dire que l'innovation avance beaucoup plus vite que le temps administratif, hélas, ou alors heureusement. Heureusement. Christophe Paré, accès aux soins, développement durable. On va plutôt parler de développement durable avec vous. On va parler des upgrades, de prolonger finalement un peu la vie du matériel. Je sais que vous n'aimez pas ça, Jean-Philippe. Les upgrades, mise à jour du matériel et développement durable, qu'est-ce que vous faites chez vous ?
Alors justement, la question de tout à l'heure, c'est que j'ai dû répondre à cette problématique au niveau de mes médecins en disant que maintenant, on va quand même pas prendre notre propre machine d'occasion. C'est vrai qu'au CHU de Grenoble, on a un centre universitaire de recherche assez avancé en neuro, et donc on voulait une machine aussi performante que si on achetait une machine neuve. Donc en fait, tout le travail a été de vérifier si on pouvait, en gardant une partie importante de l'équipement, donc en fait c'est le programme FIT qu'appelle Siemens, on a gardé essentiellement que l'aimant, mais tout ce qui est séquence, antenne a été changé. Et quand on voit un peu les évolutions sur la technologie des IRM, on sait quand même que l'intégration de l'IA dans les logiciels de reconstruction a été quand même un grand pas en avant, et ça nous a permis de l'avoir. Et là, je pense que mes médecins seraient mieux placés que moi pour en parler, mais après avoir fait ça, on l'a fait ça sur une 1.5 et sur une 3T. Et on s'aperçoit que oui, on a pu récupérer beaucoup comme une machine neuve. On continue nos programmes de recherche, entre autres en 3T, en ayant quand même une machine qui a une continuité. Alors on peut dire que c'est une machine d'occasion, mais là c'est vrai qu'il faut rentrer dans le détail, parce qu'en fait, il y a eu quand même une grosse partie de changer. Donc c'est vrai que le débat est ouvert, il faut savoir de quoi on parle, puisque c'est vrai que si on ne fait pas une grosse innovation, ça reste une machine vieillissante. Mais ce n'est pas le cas du choix qui a été fait au CHU de Grenoble. Les aspects positifs, quoi. C'est moins de travaux, c'est des aspects financiers, c'est travailler plus long terme, sur le long terme avec le même fournisseur et donc approfondir les partenariats, c'est quoi? Alors tout à fait, c'est vrai que l'aspect financier ne nous a pas guidé énormément. On a essayé de voir en fait si ça avait du sens. Et bon, certes, l'aspect financier, mais pas uniquement. Mais ce qu'on a découvert et qui est une évidence, et ça, je pense que dans cette salle, vous le savez, c'est que les séquences d'IRM, il faut les créer, il faut les comprendre, il faut les maîtriser. Et c'est vrai que le 7 ans, si sous les 7 ans, il faut qu'on change de fournisseur et remettre les compteurs à zéro, surtout sur un centre universitaire qui fait de la recherche, c'est un peu compliqué. Et ça, on a vu tout l'intérêt quand même de faire cette évolution avec le même fournisseur. Du coup, on travaille sur une durée plus longue. Et ça, c'est un des gros avantages qu'on a vu de manière indirecte. Jean-Philippe Masson, il vous a convaincu sur les machines upgradées. Christophe Paré? Mais on est tout à fait convaincu, c'est pas la question. Le problème, c'est que bon, je suis qu'un pauvre petit radiologue libéral de province, et que moi, je suis obligé d'avoir une structure qui est rentable. Je veux dire, je peux pas me permettre de perdre de l'argent. Si je perds de l'argent, je fais faillite et on ferme. Donc, ça veut dire qu'il faut que les remboursements faits par l'assurance maladie doivent être en adéquation avec les dépenses qu'on fait pour upgrader. À partir du moment où on upgrade, en fait, on garde l'aimant. Mais le problème, c'est que la caractérisation de la machine est liée à l'aimant. Et l'âge de la machine est lié à l'aimant. Et donc, si on upgrade fortement au bout de 7 ans, la machine, elle aura 7 ans plus. Et donc 7 ans plus, c'est le forfait technique amorti, qui est à peu près de 50% du forfait technique plein. Sachant que les forfaits techniques vont baisser de 11%. Donc, tout ça, ça fait... il faut y réfléchir, et c'est vrai que c'est à prendre en considération. Alors, dans les hôpitaux, c'est un peu moins le problème, mais c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on compte pas dans les hôpitaux ? Oui, je ne sais pas. Je crois qu'on compte aussi. Mais par contre, c'est peut-être un peu plus complexe. En fait, c'est vrai que le forfait est réduit au bout de 7 ans. Mais après, le niveau de reconditionnement de l'équipement, en fait, est apprécié par les ARS. Mais la plupart des équipements qui nécessitent juste de garder l'aimant donnent un autre numéro de série et donnent, bien sûr, je vous rassure, des forfaits pleins. Alors, on essaiera de convaincre la caisse qu'on peut jouer comme ça. Et ben voilà, ça sert, vous voyez. Voilà, mais Grenoble n'est pas le seul à l'avoir fait, donc au niveau national, alors, on est plusieurs. Rémi, on arrive bientôt à la fin de ce plateau. Je confirme, à Poitiers, on a fait un FIT de l'IRM PEROP, et on est reparti sur une machine avec un nouveau forfait. On conclut, Agnès. Je vois que vous aviez un grand papier. Est-ce que vous nous avez tout dit ? Et c'est stabiloté de tous les côtés. Allez, il nous reste 1 minute pour conclure ce plateau. Je vais tout conclure en disant que je trouve qu'il y a
un gros plus, effectivement, sur l'accès de la patientèle vers l'IRM, et c'est vraiment appréciable pour les patients potentiels que nous sommes tous, je pense, et que cet accès est dû à des gros projets technologiques mis en place par des grosses sociétés avec le conseil toujours des médecins. Donc je trouve que c'est vraiment une réussite conjointe. De gros progrès. Et effectivement, vous l'avez dit au début de votre intervention, il y a quelques années, on n'aurait pas parlé de cette problématique et notamment du développement durable qui s'est vraiment invité dans le débat, à la fois pour des questions économiques, parce qu'on veut payer moins cher son énergie, mais aussi pour des questions de respect de la planète. Je vous remercie d'être passé sur le plateau de ce Tour de France en santé. Rémi Guilvin, on se revoit bientôt, nous, pour un autre plateau. Vous posez vos micros sur... Et maintenant, on va parler d'approche thérapeutique, IRM et thérapie. On va en parler avec le docteur Sophie Bockel. Sophie Bockel, vous êtes oncologue, radiothérapeute, spécialiste neuro-oncologie à Gustave-Roussy. Charlotte Robert, vous êtes enseignante-chercheur à Paris-Saclay. Yann-Patrick Stellman, vous êtes docteur, vous êtes chef de service au CMRM qui est au sein de l'hôpital de la Timone. C'est un miracle que vous ayez réussi à venir aujourd'hui parce qu'on sait que les incendies vous ont pas rendu la vie facile. Et Julien Gervais, vous êtes responsable IRM France pour Siemens Healthineers. Alors, approche thérapeutique, IRM et thérapie. Moi, ce qui m'intéresse avec vous, Yann-Patrick Stellman, ce centre de recherche, en fait, il est situé dans la Timone. Donc, en fait, il y a des cliniciens, il y a des chercheurs, et puis il y a des ingénieurs Siemens qui travaillent ensemble. Alors, comment tout ce petit monde-là, cet écosystème, travaille ensemble? Et est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner de projets qui sont sortis et savoir qui a suscité ces projets? Oui, merci. C'est vraiment un endroit un peu magique pour moi encore. C'est vraiment un site hospitalier, mais nous avons tout l'accès à tous les chercheurs, l'aide aussi des Siemens et des autres ingénieurs pour développer des nouveaux séquences, des nouveaux approches cliniques. L'avantage, c'est qu'on est vraiment connecté avec tout le pôle d'imagerie à Marseille. Là. Ça veut dire que les questions viennent des cliniciens, des collègues de tous les hôpitaux là-bas et bien sûr sur notre machine. Alors par exemple, nous avons 2-3T, est complètement dédié à la recherche. On a la même machine côté hospitalier qu'on utilise dans notre vie quotidien. Et là, on a vraiment la possibilité de développer des choses au niveau du laboratoire, au fond, et le transporter avec une clé USB directement en clinique. Ça, c'est génial. L'autre axe qui est actuellement vraiment impressionnant, c'est le CT. On a juste commencé aussi avec l'activité clinique. Alors, on est le deuxième IRM CT maintenant qui est accessible pour le soin. Attention, ils en font 1200 par an, il faut turbiner là. Oui, et là... c'est aussi là le point de développer, par exemple, vraiment des bonnes questions en clinique, en recherche. Par exemple, un truc où on travaille actuellement très là-dessus, c'est les traumas crâniennes légères où on voit rien à 3T. Charlotte Robert. Oui. Si, Charlotte Robert. Lève le doigt, comme à l'école. Charlotte Robert, présente. Nous, on s'est rencontrés lors de l'étape de Gustave-Roussy, c'est ça. Et pour parler d'IRM et de radiothérapie, et on va parler d'IRM Only ce soir. Qu'est-ce que c'est IRM Only ? Donc alors, en radiothérapie, donc la modalité d'imagerie qu'on appelle de référence, donc tous les patients passent par là, c'est la case qu'on appelle scanner de planification. Donc ce scanner, il permet d'évaluer les densités électroniques des tissus, et c'est ce qui nous permet d'évaluer correctement les doses qu'on va délivrer aux patients quand on les traite en radiothérapie. Et notre souhait à Gustave-Roussy, et puis il y a plusieurs projets européens sur cette thématique-là, ça serait de se passer de ce scanner de radiothérapie, parce qu'aujourd'hui, typiquement pour les tumeurs cérébrales, on va faire ce scanner de planification, mais on va aussi faire des IRM, et on a besoin de recaler spatialement ces deux modalités d'imagerie. Alors ça induit des incertitudes, et ça fait 2 examens complémentaires à faire pour le patient. Et donc notre souhait, c'est de se passer de ce scanner
de planification et de générer ce scanner de planification virtuellement. Alors c'est ce qu'on a déjà entendu tout à l'heure, mais donc de créer des scanners synthétiques à partir des images IRM pour enlever un examen au patient et enlever ces incertitudes de recalage qui nous sont assez gênantes en radiothérapie. Et ce que vous voulez faire aussi, et ce que vous essayez de faire, c'est de le faire le même jour. Parce qu'avant, il y avait un décalage entre parfois le scanner de planification et la radiothérapie. Et ce décalage, il est terrible parce que la tumeur, elle a pu grossir, le patient, il a pu maigrir. Enfin bon, c'est plus la même chose. Les deux modalités, elles apportent quand même des informations différentes. Alors c'est vrai que le scanner, alors je parle en cérébral, mais il ne va pas être là pour définir les volumes cibles. Ça va vraiment être le rôle de l'IRM. Alors on a installé une IRM vraiment dédiée dans le département de radiothérapie. Alors c'est du 3T chez nous. On a déjà réussi cette bataille-là. C'est déjà pas mal. Il faut gravir les étapes une à une. Hein. Ouais. 1, 5, 3. Allez hop, on vise le 7. Et donc on a réussi à installer cette IRM 3 Tesla, donc c'est vrai que ça permet aux patients de bénéficier, alors pour le moment parce qu'on n'a pas encore mis en place ces scanners synthétiques, mais donc le patient peut bénéficier déjà des 2 examens d'imagerie le même jour, donc c'est déjà un confort pour le patient. Et en plus, l'autre avantage, c'est que l'IRM elle est réalisée en position de traitement, donc peut-être que Sophie va en reparler, mais on met typiquement pour les tumeurs cérébrales, on a besoin d'un masque thermoformé, donc pour que le patient ne bouge pas entre la planification et les séances de traitement. Et ça, l'avantage, c'est que vu qu'on a l'IRM sur place, le masque thermoformé est utilisé, ce qui n'était pas le cas forcément quand les IRM elles provenaient de l'extérieur. C'est vrai, si on veut mieux comprendre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de voir l'étape de Gustave Roussy parce que vous montrez bien ça et vous expliquez tout ça. Vous expliquez également, Sophie Bockel, l'intégration des séquences avancées d'IRM pour épargner les tissus sains. Alors, comment ça marche tout ça ? Tout à fait. Alors, en fait, ça marche bien. Ça marche bien, parfait. Parler dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir au sein de notre département cette IRM de radiothérapie. Donc, non seulement ça nous permet effectivement d'avoir une prise en charge rapide avec l'IRM le même jour que le scanner, mais ça nous permet également d'avoir une imagerie en position de traitement, ce qui est vraiment très important pour l'étape de coregistration. Mais ça nous permet également de choisir en fait les séquences qui peuvent être les plus intéressantes pour la radiothérapie, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment quand on faisait les examens dans le département de radiologie, où on était pressé peut-être un peu par les créneaux de temps, etc. Et donc là, ce qu'on a commencé à faire au sein de notre département, c'est vraiment de faire des imageries avancées. Et notamment, là, on s'est vraiment penché sur l'IRM de diffusion et la tractographie pour essayer de développer ces séquences pour tous nos patients qui sont porteurs de tumeurs cérébrales. Donc c'était vraiment un enjeu et c'était un petit peu un challenge parce que effectivement, donc ce que racontait Charlotte, c'est que on fait nos examens en position de traitement, ça veut dire qu'on a un masque thermoformé de radiothérapie, par exemple pour le crâne, et donc il a fallu trouver des moyens. Donc il faut s'affranchir de l'antenne crâne classique, il faut prendre d'autres types d'antennes, essayer de majorer le nombre de canaux pour avoir le plus de signal possible. Et donc on a fait tout ce travail-là. C'était plutôt satisfaisant, donc on est très content. Après, l'autre difficulté, c'est le temps de ce type de séquence. Et donc là, je demande à Siemens. On va leur demander. Le plus rapide possible, c'est toujours le mieux pour les patients, parce que là, on parle de patients qui ont des tumeurs cérébrales, qui sont opérés. Parfois, ils ont des cicatrices au niveau de la fosse postérieure. Donc, avec le masque... passer plus d'une demi-heure d'examen, c'est quand même lourd, très lourd. Donc là, on a réussi à mettre au point une séquence. C'est pas encore utilisé en routine clinique parce qu'il y a toute une étape de post-processing. Et donc au sein du laboratoire de recherche, on essaye de s'affranchir de toutes les solutions industrielles et de développer nos propres solutions. Et donc c'est en cours, mais donc ça c'est un des exemples, il y en a plein d'autres, d'accès à ces séquences avancées et pour améliorer la prise en charge des patients. Yann Patrick, on vient de parler d'onco, là. Vous, à la Timone, vous travaillez avec tous les services. Qui vous demande le plus de choses ? Qui vous sollicite le plus ?
Actuellement, c'est clairement encore neuro. Et ça, c'est bon, aussi avec mon histoire, bien sûr, mon intérêt principal. Et là, on a déjà parlé de la biopsie virtuelle. Là, il y a des grands besoins parce que c'est quand même encore l'organe qui est pas du tout vraiment accessible. Là, il y a maintenant des choses qui viennent. C'est toute l'imagerie quantitative. Lié avec ça, très très important, c'est d'avoir des bases normatives. Alors là, il y a des collaborations actuellement, par exemple, il y a aussi avec Siemens sur le Brain Quantifier, générer des bases de données. Je sais qu'il y a beaucoup de travail été fait sur, par exemple, sur les cerveaux des enfants. Dans les dernières années. Là, ça, c'est vraiment une approche pour suivre des patients, pour faire une diagnostic, même si c'est visuellement l'IRM est normal, et aussi une surveillance de traitement. Par exemple, tout ce qui est neuro-inflammatoire, là, on veut vraiment comprendre mieux le parti biologique, même si on voit aucun changement, on sache qu'il y a encore l'inflammation, il y a un changement de pH. Il y a beaucoup des techniques qui sont là sur la piste. Tu peux loin, clairement, aussi des choses comme imagerie en sodium ou phosphore, mais ça, c'est encore un petit peu loin. Approche thérapeutique, IRM et thérapie. Julien Gervais, IRM et thérapie. Quelle place va prendre l'IRM demain et dans quel domaine ? C'est une très bonne question. Puisque... oui, c'est un métier. Je pose des très bonnes questions, vous savez. Voilà. Non, j'attends de très bonnes réponses, monsieur Gervais. Non, on pense vraiment que l'IRM a un rôle de plus en plus important à jouer tout au long du continuum de traitement, bien évidemment. On a parlé de la planification chirurgicale pour les épilepsies pharmacorésistantes avec le 7 Tesla qui peut mieux déterminer dans un certain nombre de cas les foyers épileptogènes. On vient de parler également de la planification en radiothérapie. Donc ça, c'est des travaux qui sont très impressionnants. On peut évoquer aussi d'autres sujets qui ne l'étaient pas forcément toujours dans les reportages, comme l'IRM péropératoire. L'idée, c'est vraiment de mettre une IRM à côté du bloc opératoire, en neurochirurgie par exemple, pour que le neurochirurgien puisse vérifier quasiment en temps réel la précision, la complétude de son geste et refermer proprement la boîte crânienne. C'est ce qui est fait à Lille, c'est ce qui est fait à Poitiers par exemple. Il y en a Poitiers très avec peu. Le 3T, si c'est ça. Le 3T. Exactement. Et j'aimerais aussi me faire l'écho des travaux du professeur Ganji et de Madame Élodie Breton, dont l'étape était vraiment formidable à écouter. Il nous a parlé de soupe à l'oignon, Ganji. Soupe à l'oignon, exactement. Il nous dit la soupe à l'oignon ne doit pas être réservée à seulement 2 restaurants en France. Il faut que tous les restaurants puissent en bénéficier. Et c'est un petit peu ce qu'on souhaite faire. On pense qu'il y a vraiment... là, on parle d'IRM interventionnel, c'est-à-dire que l'acte thérapeutique est réalisé dans l'IRM. L'IRM est dans le bloc opératoire. On parle de biopsie, on parle d'ablation thermique, que ce soit la cryoablation, les ultrasons focalisés guidés par IRM, l'ablation par RF, par exemple. Et pour nous, pour le déployer, il y a quand même trois défis qui sont assez fondamentaux. L'accès aux patients, bien évidemment, les devices compatibles, et troisièmement, la qualité d'image, qui doit être confortable pour l'œil du radiologue interventionnel. Et sur ces 3 points, on pense que le 0,55 a vraiment un rôle fondamental à jouer. Tout d'abord parce qu'à 0,55, on a montré qu'on pouvait élargir la taille des tunnels. Deuxièmement, parce qu'à 0,55, la compatibilité des devices est peut-être un petit peu plus simple à travailler, et il y a des publications, des travaux en cours sur le sujet. Et troisièmement, parce qu'avec les nouvelles techniques de reconstruction, de deep learning, on arrive aujourd'hui à avoir une qualité d'image à 0,55 qui s'approche de l'esthétique à laquelle est habitué un radiologue. Donc on croit fondamentalement au 0,55 Tesla dans nos développements en interventionnel. Interventionnel, PEROP, maladie mentale. Enfin, vous avez parlé d'épilepsie, mais maladie mentale, l'IRM va jouer un rôle aussi. Tout à fait. Je pense que Jean-Pierre Plurot ne va pas nous Ça, contredire. je parlerai pas à la place du président de la SFNR, bien évidemment, mais il est clair que la stratégie nationale de lutte contre les maladies mentales est en place aujourd'hui, et dans toutes les interventions des spécialistes sur le sujet, l'IRM est un élément clé pour guider la thérapeutique. Le CRM, CMRM, je confonds toujours, CMRM. Vous aimeriez avoir un labo comme ça à Gustave Roussy ? Ça vous servira à quoi ? Enfin, nous décrire exactement. Donc là, c'est un laboratoire de recherche intégrée.
Faites votre pub, Yann. Ouais, c'est vraiment centré sur l'IRM. Alors, c'est un laboratoire depuis 40 ans, centré sur la recherche en IRM, les petits animaux, les humains, c'est l'évacuement des séquences, des antennes, tous les spectres, on veut dire. Ouais. Et tout ça, allez-y. Non, j'allais dire qu'on a une brique déjà de ça, on va dire, parce qu'on a quand même réussi, et c'est ce que disait Sophie, à créer une unité de recherche qui est complètement dédiée à l'optimisation des pratiques en radiothérapie et qui est vraiment intégrée dans le département de radiothérapie de Gustave Roussy. Donc on a la brique avec aussi un laboratoire de radiobiologie, mais qui n'a pas d'IRM préclinique. Donc ça peut être la prochaine étape. Ça peut être la prochaine étape. Voilà, parlez-vous entre vous. En tout cas, on voit que innover, c'est important, que innover ensemble, c'est important aussi, et ça va être le sujet du prochain plateau. Je vous remercie d'être passé sur le plateau du Tour de France en santé. Et innover ensemble, pour en parler, j'appelle Blanche Baps, qui est neuroradiologue au CHU Henri Mandor, et qui a effectué sa thèse dans le département d'Alexandre Vigneault, qui nous rejoint aussi, qui est directeur de recherche au CEA, et Rémi Guilvin, qui revient sur le plateau, qui est toujours, ça n'a pas changé, radiologue, directeur du laboratoire I3M, porteur du projet IRM7T au CHU de Poitiers. Et pour Siemens, c'est Mathieu Lepetit-Coiffé qui va nous rejoindre et qui est responsable des partenariats scientifiques et cliniques imagerie chez Siemens. Rémi Guilvin, vous avez attaqué en nous disant le 7T, ça nous a permis de mettre Poitiers sur la carte. C'est important, un matériel de pointe. C'est un facteur d'attractivité. Oui, bien sûr. Alors, pour un centre de taille modeste comme Poitiers, c'était un des paris. C'était effectivement de mettre notre centre sur la carte et d'attirer, de sédentariser d'abord un certain nombre de chercheurs, de les empêcher d'aller voir ailleurs, si l'herbe était plus verte, et de faire venir des chercheurs, si possible internationaux. Donc on a réussi sur les deux cases. On voudrait que ça soit encore mieux, mais ça progresse chaque année. Pour moi, l'innovation aussi que permet un équipement comme le 7T, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation technologique, mais l'innovation technologique, elle porte aussi, elle permet à l'innovation intellectuelle de se développer. C'est-à-dire qu'on sait aussi, avec des outils mathématiques appropriés, exploiter le rendement formidable d'un aimant comme le 7T. Aujourd'hui, l'IRM, ça donne des informations, et on ne le dit pas assez, et on ne l'a pas encore dit assez ce soir, des informations métaboliques de très haut niveau, des caractérisations génomiques de très haut niveau. Et justement, vous avez dit, demain, la recherche passera par le jumeau numérique. Exactement. C'est la caractérisation. Alors, le jumeau numérique, dans sa déclinaison biologique et génomique, fort de la masse d'informations qu'on peut extraire aujourd'hui d'un examen IRM, encore une fois avec des outils appropriés. Et on sait tous ici que le point fort de l'IRM n'est pas sa résolution temporelle, mais avec des outils mathématiques appropriés, on peut contrecarrer cette faiblesse pour représenter un organe et la dynamique d'un organe par sa dynamique métabolique, multimétabolique et multi aussi génomique. Quelques exemples de travaux de recherche. Moi, j'avais noté, vous allez me dire si c'est encore actuel, biopsie virtuelle et profil métabolique, imagerie des pathologies cérébrales et prédiction du comportement des organes post-greffe. C'est ça. Le but du jumeau numérique, c'est de faire une représentation alternative et virtuelle donc d'un organe pour permettre de donner toutes les caractéristiques d'une biopsie virtuelle, de prédire le comportement de la lésion et bien sûr de prédire sa réponse thérapeutique. Et derrière ça, de faire des simulations thérapeutiques. Aujourd'hui, on sait, là encore en utilisant la puissance formidable des maths, pas seulement de l'IA, c'est faire des modèles qui prédisent, en adaptant telle ou telle chimiothérapie, une réponse dans le but, effectivement, que le patient ne soit pas ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire qu'on teste sur lui un certain nombre de traitements et on voit si ça marche et on adapte en fonction de la réponse. Demain, avec le numérique, on pourra
passer cette étape-là. Alors, avec vous, Alexandre et Blanche, on va parler de recherche translationnelle. Dans translation, donc on va partir d'Alexandre et on va translater vers Blanche. Qu'est-ce que c'est la recherche translationnelle et comment ça a marché entre vous ? Eh bien, je dirais qu'on a des machines à neurospin assez exceptionnelles. Mais vous battez tout le monde, hein, 11.7. Hein. Là, on a plié le game, tout le monde est d'accord. Et donc, en tout cas, ce sont des machines qui sont peu disponibles. Et donc, on fait des développements, on voit des choses qui sont difficiles à observer dans le quotidien. Et donc, on essaye finalement de les translater. C'est en ça qu'on utilise ce mot-là, en tout cas, vers la routine clinique. Donc, c'est là, effectivement, qui est intervenue Blanche. Alors justement, on va partir d'un exemple concret, qui est votre thèse, vos travaux. Donc CEA, Henri Mondor, comment tout ça a translaté et qu'est-ce que vous faites ? Alors en effet, translation, c'est passage d'un champ à un autre ou d'un type de pratique, donc recherche, à une autre, c'est-à-dire une pratique clinique, mais je pense que ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller de la recherche à la clinique, mais aussi de la clinique à la recherche. La translation, je pense qu'elle est un peu dans les deux, on peut l'avoir dans les deux sens. Et donc, bon, s'il faut parler de mon exemple concret, je pense que c'est aller dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, dans mon activité clinique, je me suis beaucoup intéressée à un type de séquence dans un type d'indication, donc en l'occurrence la sclérose en plaques. A3T sur de l'imagerie clinique, donc avec l'aide de l'appui des clinical scientists Siemens, donc très important, et donc ça rejoint un peu ce qui a été dit au tout début, la première table ronde sur l'exigence qu'on doit avoir, si on veut avoir des belles séquences, mais en fait c'est une exigence qui vient un peu des deux côtés, je pense, du radiologue et aussi des équipes d'ingénieurs. Et je précise une chose que vous m'avez dit, c'est que l'atout, c'est que vous avez le même ingénieur qui vous assiste et au CEA, même ingénieur Siemens, et au CEA, et à Mondor. C'est la même personne. C'est ça. Donc j'allais venir exactement. Aurélien Massire, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je sais pas s'il est là. Oui, il est là. Il est où, Aurélien ? Eh ben voilà. Aurélien, si tu nous écoutes. Voilà, c'est ça. Et donc, grâce à ça, et forcément, voilà, ça aide cette translation. Et donc, moi, je me suis intéressée à un type de séquence sur laquelle on a beaucoup travaillé sur le 3T. Et donc, évidemment, l'occasion d'être en mobilité dans ce laboratoire incroyable qu'est Neurospin, où il y a notamment le 7T, où il y a des chercheurs extrêmement pointus sur tout un tas d'aspects méthodologiques en IRM, c'est-à-dire séquences, hardware, etc. Ça a permis aussi d'apporter, eux avaient des idées sur comment on pourrait optimiser des séquences, accélérer des séquences. Et ça rejoint aussi un peu ce qui a été dit au début, c'est que oui, accélérer, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'on veut, nous, en premier, en tant que radiologue. Oui, on veut que ça aille plus vite, mais on veut surtout pas perdre d'infos, et on voudrait même voir mieux les choses. Enfin, ce qu'on voudrait, c'est tout ça en même temps. Et donc, le fait d'avoir cette mobilité, ça a permis de combiner un peu ces deux approches, une approche très méthodologique, avec tout un tas d'idées, de techniques et de compétences pour accélérer les séquences, et avec le point de vue clinique, qui est OK, on accélère, mais on voudrait aussi voir mieux, que ce soit utile, avec une idée en tête précise de pathologie. Donc on en revient, en l'occurrence, la sclérose en plaques avec des lésions corticales, dont on a parlé aussi, qu'on voit mieux à 7T, avec l'idée de se dire que peut-être qu'après, on pourra retranslater ça sur le 3T, avec ce qu'on aura appris grâce à ces développements-là au ultra-haut-champ. Alors Alexandre, vous êtes ouvert, vous, au CEA, à tout type de partenariat, même vous recherchez des partenariats On peut imaginer des partenariats 7T 11.7 ? C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Je laisse. Alors qu'est-ce que vous faites tous les deux là ? Qu'est-ce que vous fricotez ensemble ? Avec Rémi, par exemple, c'est une histoire déjà longue qui a commencé avec l'arrivée de leur 7 Tesla. On avait, c'était pendant le Covid, on attendait notre 11,7 Tesla. On avait besoin de préparer son arrivée, faire des modifications, vérifier que ça fonctionnait, les programmes qu'on avait prévus. Et on a cherché une machine qui avait les mêmes caractéristiques que les nôtres
au niveau software, et il s'avérait qu'il n'y avait que le Tera qui allait être identique à celui au software qu'on allait avoir sur le 11.7 Tesla. Et donc on a regardé quel était le plus près, parce que c'était le Covid et que c'était assez difficile de se déplacer. Et donc Rémi nous a accueillis à bras ouverts pour qu'on puisse essayer nos séquences, vérifier qu'elles fonctionnent sur la nouvelle plateforme software. Et on est rentré à la maison, et quand la machine a été installée, ça s'est passé magnifiquement bien. C'est une famille, cette histoire de 7T, 11.7, c'est une grande famille. C'est une famille, et on apprend au jour le jour l'humilité. Et quand on se lance dans un programme aussi ambitieux à l'échelle de Poitiers, on s'adresse à la maison mère. On bénéficie quand même de l'expertise avec Neurospin de l'un des 5 plus grands labos de la planète, pas de la France. Et donc, quand on a la chance d'avoir ça à proximité, on ne s'en prive pas. J'ai Dieu à côté de moi, la maison mère. Retour à la maison mère, comme dirait Audiard. Mathieu, le petit coiffé, le partenariat, Blanche l'a souligné, avec les ingénieurs, il joue un rôle crucial dans l'innovation. Oui, tout à fait. En fait, c'est une stratégie globale déclinée au niveau mondial par la Siemens Healthineers, qui vise à finalement, au-delà des produits qu'on peut proposer, essayer de devancer l'innovation en établissant des partenariats scientifiques avec des partenaires académiques, avec un représentant ici pour Alexandre au niveau du CEA Neurospin par exemple, mais aussi des partenariats au niveau des établissements de santé, avec des établissements comme Henri Mondor ou le CHU de Poitiers. Et autour de ces partenariats, en fait, l'idée, c'est en IRM, pouvoir fournir des outils qui permettent d'aller dans du développement de séquences, créer de nouveaux post-traitements, mais au-delà des outils, en fait, fournir un accompagnement. Et vous avez noté notamment cet accompagnement fourni par le Clinical Scientist avec une équipe assez grande en France d'une quinzaine de personnes dédiées à l'IRM. Dans cette perspective-là, en fait, on est aussi... seul, on ne peut rien faire, en fait. On peut faire que si on a l'ambition de répondre à un enjeu de santé public, et notamment en s'appuyant sur des partenaires qui développent ici en France, mais qui développent aussi des solutions à l'international. Et notre rôle aussi, c'est de les mettre en réseau. Alors, vous avez compris qu'ici, il y a une mise en réseau, aussi liée aux circonstances françaises, avec l'expertise qu'on connaît à Neurospin, et puis la possibilité finalement de décliner les choses au niveau clinique au sein d'un établissement de santé tel que le CHU de Poitiers. En une minute, Révi, parce qu'on arrive à la fin de l'émission bientôt. Et justement, en fait, la forme nous la plus aboutie qu'on a trouvée, ça s'appelle un laboratoire commun CNRS entreprise, parce que le CNRS a validé ça. Donc ça, c'est très important pour la légitimité scientifique. Et moi, en tant que chef de pôle, je me réjouis d'avoir un laboratoire in situ au sein du... Parce que le CHU nous héberge, comme vous le savez, au sein même de la structure au-dessus du 7D. Donc en fait, ce laboratoire est en interaction directe avec les radiologues et avec les autres cliniciens qui veulent venir travailler. Donc moi, en tant que manager, je me réjouis doublement de l'efficience scientifique et des moyens apportés et de l'interaction avec la structure hospitalière. Ça, c'est à méditer parce que c'est un modèle qui marche bien. C'est important. Écoutez, le temps est trop court parce que vous êtes tous passionnants. Moi, je vous remercie d'être passés sur le plateau de ce Tour de France en santé. On arrive bientôt au terme de cette émission. Pour conclure le Tour de France, j'ai demandé à Hassan Safertevi de nous rejoindre, président de Siemens Healthineers France, Belgique, Luxembourg. Voilà, merci Hassan. On a applaudi personne depuis le début. On peut quand même les applaudir. Tous ces radiologues, ces experts, tous ces gens formidables. Alors, Hassan, je vous propose un contre-la-montre en conclusion de ce Tour de France en santé. 10 minutes pour 4 points clés capitaux. C'est parti. Alors... Premier point clé, largeur de gamme. On en a parlé plusieurs fois. Un mot quand même pour vous dire, comment dirais-je, ma grande satisfaction, ma grande joie d'être... C'est un contre-la-montre, ne perdez pas de temps. C'est un contre-la-montre, mais quand même,
Je voulais quand même noter que vous me faites passer vraiment en queue de peloton. Bon, malgré tout, je vous en veux pas. Allez, contre la montre, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, largeur de gamme. Largeur de gamme. Non, largeur de gamme, c'est effectivement quelque chose d'excessivement important. Et ça renvoie, si vous voulez, ça a été beaucoup, comment dirais-je, évoqué lors des différents échanges par les intervenants. Ça renvoie à la philosophie avec laquelle nous approchons l'IRM. En définitive, au-delà d'être un empilement de machines, notre R&D et notre approche générale la conçoit comme le développement et l'enrichissement au fil du temps d'une plateforme commune multichamp, qui s'enrichit, qui a une certaine cohésion, une certaine cohérence, et que l'on enrichit au fil du temps. C'est excessivement important. Et le sous-jacent, ce sont trois choses, ce sont 3 points essentiels, hein, si on est en contre-la-montre, 3 points. Rapprocher et concilier universalité et diversité, trouver les bons équilibres, c'est une gageure, hein, vraiment, c'est quelque chose de difficile. On doit faire en permanence le grand écart entre 7T et 0,5, par exemple, s'il s'agit des champs, mais également sur les tunnels entre 60 et 80 cm, etc., etc., etc. Le deuxième sujet, c'est intégrer nativement une certaine forme d'intelligence qui permet, comment dirais-je, à ces IRM de fonctionner de façon efficace. On a parlé d'intelligence artificielle, je retiendrai 2 choses, l'aide au diagnostic, puis l'intelligence artificielle que l'on ne voit pas toujours, qui est parfois invisible, qui est une intelligence artificielle qu'on affectionne chez Siemens Healthineers. Et cette intelligence-là, elle aide finalement à la mise au point, au contrôle de ces équipements qui sont, comment dirais-je, qui sont réellement complexes. Le troisième point, c'est l'éco-responsabilité. On en a parlé tout à l'heure, le prix du Beaujolais, le 0,7 litres d'hélium, etc., etc. Avoir une technologie de dernière génération, mature, qui confère à nos équipements une certaine forme de stabilité, c'est quelque chose, c'est également une de nos 3 valeurs cardinales, là, ici, concernant notre politique de gamme. Deuxième point du contre-la-montre. Mieux voir, mieux comprendre, mieux soigner, mieux anticiper. L'IRM a toute sa place et à toutes les étapes. L'IRM a toute sa place à toutes les étapes. Ça a été dit bien mieux que je ne saurais le faire par de nombreux intervenants qui ont participé aux tables rondes. On voit le recours croissant s'inscrire, le recours croissant à l'IRM dans les différentes indications, qu'il s'agisse de l'indication interventionnelle qui est, comment dirais-je, les économistes diraient une valeur de croissance, très très clairement, beaucoup évoqué et développé lors des échanges. On a le siècle du cerveau, je ne sais pas, je ne voudrais pas paraphraser mon ami Jean-Pierre. Effectivement, le recours à l'IRM dans le suivi, le diagnostic différentiel, le suivi différentiel des pathologies psychiatriques, c'est également quelque chose absolument d'ascendant, absolument important. Et puis enfin, je citerai les politiques publiques, comment dirais-je, de prévention. Quelqu'un a évoqué le rapprochement, la proximité et la disponibilité. Et là également, c'est quelque chose sur lequel, c'est également un axe sur lequel l'IRM va beaucoup progresser dans les années à venir. Absolument. Donc oui, l'IRM, l'extension du champ de la lutte, si j'ose dire. Vous êtes dans les temps du contre-la-montre. Ça va. Allez, on continue. Les partenariats, on en a beaucoup parlé, et c'était même le dernier plateau. Les partenariats, c'est un enjeu fondamental. Ça fait partie de l'offre aussi aujourd'hui. On vend pas des machines, on vend des machines et un partenariat. Alors, les partenariats, c'est notre corde sensible et comment dirais-je, est vraiment un sujet que j'affectionne. Je vous avais pas vu comme un petit être sensible. Pardon, non, mais je le suis. Je vous avais pas vu comme ça. Un gros cœur, vous savez. Non, les partenariats, sérieusement, on a un sujet qui est très très à la mode en ce moment, mais qui est excessivement important, qui est un enjeu littéralement sociétal. Les partenariats, c'est notre offre, et absolument. C'est une exigence éthique pour une société comme la nôtre. Hein, ça procède de l'accompagnement de la médecine, c'est notre mission, hein, accompagner la médecine, accompagner les progrès médicaux. Et c'est un formidable outil de mobilisation pour nos équipes. Ça donne un sens à notre travail, ces partenariats.
Si je me permets une petite digression, je parlerai également d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, très à cœur, la souveraineté européenne. On est entre la recherche clinique et les dispositifs médicaux à la confluence de 2 filières d'excellence en Europe, en France. Et ces 2 filières d'excellence, le seul moyen que l'on connaisse, le seul moyen existant, pour les faire fructifier, c'est de les potentialiser, c'est de les accompagner. Alors c'est difficile, là aussi, c'est un exercice très difficile. Les pouvoirs publics commencent à prendre davantage conscience, davantage en compte, donc on ne peut s'en féliciter que s'en féliciter. Même l'Union européenne qui produit des réglementations qui sont favorables dans ce sens-là, mais il nous reste beaucoup de travail, sur différents axes. Les financements, ça a également été, de ces équipements d'exception et de ces projets d'exception, des financements, ou la pérennité des financements, c'est un sujet sur lequel nous devons participer. Et le deuxième, enfin, on sait tous que beaucoup de solutions viendront du traitement massif des données, la disponibilité des données, pierre angulaire de la collaboration actuellement et dans les années à venir. Voilà, je ne sais pas où j'en suis de mon chrono. Et vous êtes à peine dans les temps, là. À peine dans les temps, je vais essayer de faire mieux. On finit par un portrait robot de l'IRM ou des IRM du futur, parce qu'on a beaucoup parlé de la vision des uns et des autres. Alors, ces IRM du futur, c'est quoi ? On ne va pas aller trop loin dans le futur. Mais non, on ne va pas aller trop loin dans le futur. Et je ne voudrais pas nous engager dans cette discussion de conclusion sur quelque chose qui serait par trop aléatoire ou glissant. Permettez-moi de citer Einstein qui disait, puisque ça a été fait aujourd'hui, dans l'Assemblée d'aujourd'hui, les différentes tables rondes, plusieurs personnes ont cité des éléments qui constituent le futur déjà, qui portent en germe le futur. Alors, le futur à horizon visible, 5 ans, 7 ans, au-delà, c'est bien malin qui peut le voir. Moi, je mentionnerai quelques traits qui sont des traits déjà marquants, saillants. Le recours plus important à l'interventionnel et les capacités interventionnelles, ça, je vois effectivement quelque chose d'assez, évident se faire ici. Le recours également... Donc, hybridité interventionnelle, diagnostique. Hybridité, interventionnelle, et puis aller au-delà de l'image. C'est quelque chose qui a été, la caractérisation, c'est quelque chose qui a également été, avancé. Alors, tout ne se fera pas d'un seul coup, d'un seul tenant, etc., en parallèle. Là, sur le comment, on n'est pas encore très au clair, mais sur le quoi, je pense que des consensus commencent à émerger et c'est tout l'intérêt de travailler de façon collaborative avec... C'est vrai qu'on a parlé d'imagerie quantitative, de biopsie virtuelle, de contraste synthétique, de jumeaux numériques. Tout ça, c'est le futur, mais c'est déjà le présent. C'est absolument déjà le présent. Absolument. Eh bien, vous êtes pile dans le contre-la-montre. Voilà, un coureur d'exception. Voilà. Je finis dernier, mais je suis quand même dans les temps. Qui est parti de la queue de peloton, qui a fait une remontée fantastique et qui finit sur la ligne d'arrivée. Alors au final, on l'a dit au début, mais je ne sais pas si vous étiez là au début, vous savez que ce Tour de France en santé, vous savez en combien de T on l'a bouclé ? 150. En 156,35 T, c'est le score officiel donné par Julien Gervais, qui est responsable IRM France pour Siemens Healthineers et qui fait très bien les comptes. Voilà, pour finir, l'heure est venue de vous dévoiler l'étape vainqueur de ce Tour de France en santé. Alors peut-être avant, si vous le permettez, bien sûr, j'aurais voulu quand même remercier toutes et tous, bien sûr, les participants aux tables rondes, et ceux qui nous ont reçus aussi, partenaires, tous ceux qui nous ont reçus, effectivement, votre équipe, bien entendu, Jean-Claude qui a fait un travail extraordinaire pour réaliser cette prouesse. C'est la première fois qu'on fait quelque chose de ce type-là. Donc je dois avouer que c'est, du point de vue qualitatif, relativement impressionnant. Et merci également aux collègues de Healthineers qui se sont effectivement également beaucoup donnés et beaucoup disponibilisés pour
rendre possible cet événement. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. Alors moi aussi, avant de vous donner le nom de l'étape vainqueur, j'allais y aller de mes remerciements. Je voulais vous remercier de nous avoir. Bah oui, vous avez pris de l'avance. Voilà, je suis dans votre roue là maintenant. Je voulais vous remercier de nous avoir accueillis au siège de Siemens Senior France pour l'arrivée de ce tour. Merci à Serge Ripart et à toute son équipe sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Merci à Meryl Moureau qui m'a offert, alors je l'ai plus avec moi, le maillot officiel Siemens Healthineers, mais vous le voyez sur les bandes annonces. Merci à Charlotte qui est de Ville, à Julien Gervais qui nous ont aidés pour le coup à chaque instant de la préparation du tour. Merci à vos équipes régionales qui nous ont accueillis aussi sur place, à mon équipe, à Martin qui a parcouru la France du nord au sud et d'est en ouest, et puis un grand merci à nos invités, à toute l'équipe. Donc ce Tour de France en santé, ça a été l'occasion de voir comment les uns et les autres utilisent leur thé. Ça a été aussi une formidable occasion pour nous de braquer les projecteurs sur le travail fantastique que les uns et les autres vous faites au quotidien dans vos services. J'espère que toutes les étapes vous ont intéressé, mais laquelle a réuni le plus de spectateurs? Eh bien, c'est le moment de vérité. Pour l'instant, l'étape qui a réuni le plus de spectateurs, Jean-Pierre, c'est l'étape de Lille. Voilà, on peut applaudir Lille. L'étape de Lille, emmenée par Anne Cotten, François Pontana, Grégory Kuchinski et Jean-Pierre Pruvot. On les applaudit encore. Mais attention, c'est un titre provisoire, tout peut changer. Vous pouvez chambouler le classement avec les replays. Voilà, je vous dis merci, on finit pile à l'heure. Et puis, nous, on se retrouve vendredi pour un prochain JT de la radiologie. Merci, à très bientôt.